passer tout de suite le lycée Le Verrier qui va revenir sur scène. Et cette fois, du coup, 2 élèves, Guillaume et Timéo, ont préparé une plaidoirie sur la liberté d'expression. On les accueille tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de filles quand même. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes ici pour plaider le droit de tous à s'exprimer. Selon l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les idées et les informations par quelque moyen d'expression que ce soit. Et pourtant, parmi les 192 pays signataires, dont la Chine, la Russie, l'Afghanistan, nombre d'entre eux bafouent ce droit fondamental. Ainsi, des pays comme la Chine ou encore la Russie répriment toute tentative d'expression opposée au régime. En Chine, justement, bien que la liberté d'expression soit garantie par l'article 35 de la Constitution chinoise de 1982, les journalistes critiquant le régime sont harcelés, surveillés, contrôlés, voire même emprisonnés. De même, les citoyens de la République populaire protestant contre sa politique voient leur accès à Internet supprimé et sont sur écoute au travail et dans la sphère familiale. Leurs messages sont également interceptés. De même, la Fédération de Russie réprime toute contestation. Que dire des journalistes emprisonnés? Que dire des médias contrôlés? Et surtout, que dire des manifestations durement réprimées? Et les nouvelles lois en défaveur de la liberté d'expression n'arrangent rien dans un pays où la situation était déjà critique. De la même manière, les reporters de guerre sont les victimes des belligérants. En effet, 600 d'entre eux ont été tués en 10 ans. Cela va de l'absence de protection au tir délibéré. Couvrir les conflits du globe signifie risquer sa vie perpétuellement. On peut citer Nazé Darwadze, tué en 2003 dans la bande de Gaza. Sahel Ibrahim, tué dans une explosion en Irak. Ou encore Ahmed Hadi Nadzi, tué d'une balle dans la nuque à Bagdad. De fait, les images ou les témoignages qu'ils rapportent entachent les idées véhiculées par la propagande de guerre. Ils deviennent alors des cibles de choix qu'il faut faire taire à tout prix. Ils sont alors menacés, surveillés et, dans les pires des cas, pris comme otages, torturés et enfin exécutés. Mais alors, nous direz-vous, que peut-on faire? Comment redonner un souffle à la liberté d'expression? Tout d'abord, les pays réprimant ce droit fondamental ne devraient pas pouvoir siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le cas des membres permanents, comme la Chine ou encore la Russie, il faudrait au moins leur retirer leur droit de veto. De même, ces pays n'auraient plus accès aux fonctions de la Banque mondiale tant qu'une amélioration de la situation n'aura pas été constatée. Les menacer d'être retirés de l'Organisation mondiale du commerce pourrait être également un bon moyen de pression. Dans le cas des reporters de guerre, le droit humanitaire international, qui protège tous les journalistes, doit leur garantir une liberté d'action et d'expression, afin qu'ils puissent exercer plus librement, plus facilement leur profession. De même, l'OTAN, l'ONU et le Conseil de l'Europe devraient mettre ensemble leurs mesures afin de mieux protéger les journalistes. En tant que citoyens du monde, nous pouvons tous agir. Merci. Vous feriez de bons révolutionnaires, mais pas de bons diplomates. Mais bravo. Merci beaucoup. Moi, je voulais du coup vous poser peut-être en réaction à ce qu'ils viennent de dire. Ils ont parlé peut-être d'une possibilité d'une loi internationale sur le droit fondamental de la liberté de la presse. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible? Mais je crois qu'il existe quelque chose au niveau européen. Le Conseil de Strasbourg, ils avaient voté quelque chose. Mais là, c'est pareil. On est un peu dans... Alors là,
Là aussi, je pense qu'il y a confusion entre liberté d'expression et liberté de la presse, malgré une très jolie prestation. Hein. Je pense qu'il y a aussi une petite confusion. On est encore dans le fantasme, c'est-à-dire qu'on est dans le concept de la liberté de la presse et la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, elle vous montre que ça ne correspond pas au texte, quoi. Donc, on est toujours dans cette espèce de grand écart qui fait que on est surpris, désagréablement surpris par ce qui se passe, mais oui, dans les faits, on ne s'en prend pas aux journalistes. Pardon, dans les principes, mais dans les faits, non. Il y a des tas de conflits qui font que il y a eu des vagues. Alors, il y a des vagues d'exécution, après des vagues de kidnapping, après c'est autre chose. Chaque conflit un peu a sa spécificité, mais c'est ce qu'on appelle la réalité du terrain, quoi. Ne pas oublier que le reporter de guerre, on ne lui met pas un revolver sur la tempe, hein, il n'est pas obligé d'aller couvrir les guerres, hein, c'est basé sur le volontariat, je tiens à le rappeler. Donc, quand il est sur le terrain, il a face à lui pas un gouvernement souvent, mais en tout cas une force qui doit contourner, toujours. J'ai envie de dire assez bêtement, c'est les risques du métier, quoi, malheureusement. Hein. Et encore, aujourd'hui, on est beaucoup mieux équipé en termes d'équipement, par exemple, on est mieux équipé que à l'époque où j'ai commencé, en 92. Moi, je suis rentrée dans Sarajevo, ville assiégée et bombardée, au top à ce moment-là, dans une voiture de location 2 places. J'avais ni gilet pare-balles, ni casque, j'avais absolument rien. Et je me souviens que c'était moi qui avais loué la voiture. Et j'étais avec une équipe de France 3, donc caméraman et journaliste. Ils se sont battus tous les deux, mais battus véritablement, pour ne pas occuper la place derrière, parce que c'était pas 4 portes, c'était 2 portes. Hein. Donc c'était en cas de pépin pouvoir sortir très facilement de la voiture. Et moi j'ai commencé comme ça. Hein. Bon, maintenant j'ai un gilet pare-balles, c'est même devenu beaucoup plus compliqué maintenant, puisqu'il faut faire un stage, une espèce de stage de survie militaro, je ne sais quoi, pour avoir l'autorisation de couvrir les conflits aujourd'hui. Alors je tiens quand même à dire que c'est pas tellement pour notre sécurité que pour des histoires d'assurance et des histoires d'argent, parce que ça coûte très cher aux journaux de faire revenir les gens, de payer des rançons et tout ça. C'est plutôt une préoccupation économique, dirons-nous. Et du coup, dans un contexte où parfois les reporters de guerre sont pris pour cible, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être journaliste reporter de guerre ? Pris pour cible ou pas cible, ça ne fait pas de différence. Pris pour cible, ça veut dire que la personne qui est en face, en l'occurrence l'agresseur, sait très bien ce qu'il fait. Il ne veut pas justement que l'autre camp ait la possibilité d'exercer son droit de liberté d'expression, évidemment. On est dans une espèce de propagande musclée, ça c'est sûr, mais on veut faire taire l'opposant. Et si l'opposant passe par un journaliste local ou un journaliste international, voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui dicte les règles. Hein. Moi, je les subis en tant que journaliste sur le terrain. Mais après, il faut distinguer, je répète, il faut distinguer ce qui est marqué sur le papier et la réalité. C'est un grand écart, c'est un océan, je suis désolée de vous le dire, mais c'est des illusions. Il va falloir atterrir, les enfants.